Ici, je voudrais d'abord excuser Madame le recteur qui n'a pas pu ouvrir cette séance inaugurale et qui aurait souhaité le faire. Vous remercier déjà d'être nombreux parce que c'est un coup d'essai, mais je ne sais pas si c'est un coup de maître. En tout cas, c'est une réussite puisque à peine 2 jours après l'ouverture du site d'inscription, on était saturé, on avait une liste d'attente. Donc c'est pour ça que je dis que tout le monde n'est pas là puisqu'il y a encore quelques sièges vides. Alors le CRDP de Poitou-Charentes, vous le connaissez, c'est d'abord un lieu de ressources aussi bien physique que virtuel et c'est un lieu de prêt, de vente, de consultation sur place. C'est un lieu qui devient de plus en plus un lieu de formation, puisqu'on accueille de plus en plus de formations ici. Donc lieu de ressources, lieu de formation, il nous semblait qu'il manquait un pied au triptyque, et on s'est dit que ça pouvait être intéressant, en lien avec le rectorat et les corps d'inspection, d'organiser un lieu de débat et d'échange sur les questions d'éducation. C'est comme ça que le cycle questions d'éducation est né. Il commence aujourd'hui. Donc c'est un partenariat avec le rectorat. Moi je pense qu'on pourra l'étendre d'ailleurs à des partenariats peut-être avec l'université. Ce serait extrêmement intéressant de pouvoir avoir un lieu où un débat vivant est organisé régulièrement. Donc c'est je dirais un format qui va se répéter à chaque fois. Celui d'aujourd'hui n'est pas totalement achevé dans sa forme définitive. L'idée, c'est d'avoir dans la journée une conférence, donc un intervenant, et on présentera Roland Viot dans un instant, un intervenant universitaire donc qui vient donner une conférence pour les professionnels. Donc premier temps, une conférence pour les professionnels. Deuxième temps, un enregistrement de podcast avec l'intervenant podcast qui seront mis en ligne et téléchargeables bien entendu. Alors les podcasts seront organisés toujours de la même façon. 4 questions et l'intervenant a 2 minutes pour répondre à chaque question. Je vous donne les questions qui ont été posées à Roland Viot cet après-midi. Qu'est-ce que la motivation? Qu'est-ce qu'un élève motivé? L'école peut-elle être démotivante? Et puis on lui a demandé de donner 3 pistes pour remotiver les élèves et pourquoi pas les professeurs. Troisième temps de ce cycle, c'est une conférence grand public sur la même thématique en soirée, donc pour notamment les parents d'élèves, et on va travailler là avec les associations. Un quatrième temps, mais qui est presque en amont de la conférence, c'est un enrichissement par une bibliographie sélective qui est téléchargeable sur le site donc des conférences, et puis une table de librairie qui est juste à côté, qui vous permet de voir un petit peu l'édition nationale sur la thématique portée par Roland Viot aujourd'hui donc la motivation et notamment avec un de ses derniers ouvrages. Et puis enfin une rediffusion en ligne de la conférence de cet après-midi et puis des podcasts également dès demain. Il y aura donc d'autres conférences sur le même format. Donc le 11 janvier, une conférence de Jean-Pierre Terrail, sociologue à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, sur mieux comprendre le public scolaire en difficulté. Le 21 mars, une intervention d'Elisabeth Bautier, psycholinguiste à Paris 8, sur les évolutions récentes de l'école et en quoi ces évolutions récentes permettent-elles à tous les élèves d'apprendre. En juin 2012, sans doute une conférence sur mémoire et apprentissage par Michel Fayol, qui est professeur à l'université de Clermont-Ferrand. Donc vous voyez, il y aura un programme important. Et en parallèle de ça, on va organiser des conférences également pour les professeurs des écoles et professeurs des collèges et lycées en formation initiale, donc en relation avec le rectorat, et qui seront cette fois-ci organisées en visioconférence sur l'ensemble de l'académie, donc avec des rediffusions sur les centres départementaux de documentation pédagogique. Et ces conférences tourneront sur chaque département de manière à ce que dans chaque lieu, il y ait une conférence physique. Alors il est temps maintenant d'accueillir Roland Viot, surtout de le remercier pour ouvrir ce cycle finalement, un peu malgré lui, mais c'est très bien ainsi. Il est venu ce matin travailler avec le groupe Apprendre aujourd'hui de l'Académie pour éclairer leurs réflexions sur les questions de la motivation. Roland Viot est professeur à la faculté d'éducation de Sherbrooke au Canada, donc on est très content de le recevoir. Et ses enseignements ont pour thématique globalement l'apprentissage, je dirais. Et depuis 30 ans, ses recherches portent sur les caractéristiques individuelles des élèves, et il est auteur notamment de la motivation en contexte scolaire. Une des originalités de ses dernières recherches, elle tient à le signaler, peut-être qu'il nous en parlera un peu, c'est de s'intéresser à la question de la motivation chez les grands chercheurs, et notamment de définir les déterminants de la motivation chez ces grands chercheurs, et puis de se poser peut-être une question, pourquoi bon nombre de ces chercheurs ont détesté l'école? Et ce travail est presque une recherche-action, puisque les conclusions de ces travaux sont réutilisées notamment dans la formation des enseignants-chercheurs à l'université.
Donc cet après-midi, on a sollicité Roland Viau pour intervenir sur la question de la motivation à apprendre et bien de se poser ces questions de motivation qui souvent nous interrogent chez nos élèves. Pourquoi sont-ils motivés? Pourquoi ne le sont-ils pas? Pourquoi certains le sont et pourquoi d'autres ne le sont pas? Est-ce que finalement, dans nos manières d'enseigner et dans l'école d'une manière générale, est-ce que l'école peut faire quelque chose contre ou pour la motivation des élèves pour leur permettre de mieux apprendre? Voilà. Merci. Merci, Monsieur le Directeur. Je vous remercie d'être là aujourd'hui, cet après-midi. Je sais que pour vous, en principe, c'est un après-midi de pause par rapport à votre enseignement. Je pense m'adresser à une grande majorité d'enseignants. Je pense que je ne me trompe pas. Hein? Bon, alors merci beaucoup d'être là, puis aussi merci de me recevoir dans une place extraordinairement belle. On n'a pas ça chez nous. Je n'ai jamais donné une conférence dans une chapelle comme ça, qui est d'ailleurs très belle, très bien rénovée. Alors, je pense qu'on va passer un bon après-midi ensemble. Avant de débuter, on m'a dit que je pouvais compter sur à peu près 60 minutes de présentation. Alors, j'ai du matériel pour 60 minutes. Et par la suite, si vous voulez bien, on va entreprendre l'échange. Alors, je m'attends de votre part des questions, peut-être même des remarques, des doutes par rapport à ce que je vais présenter. Ça a beaucoup de sens, puisqu'on a deux cultures quand même un peu différentes, semblables, mais quand même un peu différentes. Alors, j'aimerais ça que vous vous sentiez très, très à l'aise dans vos commentaires et dans vos questions. Une petite anecdote, je rapportais à certains de vos collègues un matin que j'ai eu le très grand privilège de donner une conférence au Japon, à l'Université de Tokyo, il y a 7-8 mois. Et quand est arrivée la période de questions, j'ai eu aucune question. Mais alors, aucune question. Et on m'a expliqué par la suite que dans ce pays-là, on ne questionne pas le professeur. Alors, je ne pense pas que ce soit le cas en France, du moins. Alors, tout ça pour vous dire, lorsqu'arrivera la période de questions, j'aimerais avoir votre avis et vos questions. Ça me ferait un très grand plaisir. Voilà, le titre de la conférence, c'est « La motivation à apprendre, mieux comprendre pour mieux agir ». Alors, il est question ici de motivation à apprendre. Alors, pour moi, c'est important. Parce que au Québec, souvent, on parle de motivation plutôt à réussir, motivation à persévérer, motivation à rester à l'école. Ce sont toutes, bien sûr, des motivations très liées. Mais ce dont on va parler cet après-midi, c'est vraiment la motivation à apprendre en classe. Première chose, j'ai toujours pensé, moi, que pour agir, il faut comprendre avant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite partie de la présentation de la conférence, puis on va essayer de comprendre la motivation des élèves, de vos élèves, et aussi d'essayer de comprendre pourquoi certains sont démotivés. Autre chose qui est peut-être importante à mon avis, c'est cette petite citation. Pour apprendre, il faut le pouvoir, le vouloir et avoir l'opportunité. Ce sont les conditions essentielles. Sans ces trois conditions, je pense que nos élèves n'apprendraient pas. J'ai mis cette citation-là au départ parce que cet après-midi, nous allons parler du vouloir apprendre, c'est-à-dire la motivation, bien sûr. Mais il faudra ne pas oublier qu'il faut que nos élèves puissent apprendre, ont les capacités, ont les stratégies pour apprendre. C'est une condition aussi essentielle que la motivation. Et il faut qu'ils aient l'opportunité aussi. L'opportunité, ce sont les enseignants qui vont l'offrir. Ils vont créer un environnement pédagogique propice à l'apprentissage, propice à la motivation. Et on va essayer, dans le courant de l'après-midi, de voir comment est-ce qu'ils peuvent le faire. Voilà. Alors, les objectifs simples, nous en avons deux cet après-midi. D'abord, on va essayer de réfléchir sur la motivation à apprendre des élèves à l'école. Réfléchir, donc se pencher sur les problèmes de motivation, bien sûr, mais aussi sur ceux qui maintiennent leur motivation. C'est comme chez nous, je travaille beaucoup avec les enseignants d'exercice. Ça s'est un petit peu, hein, le micro, non? Ça va aller? D'accord.
Alors, les enseignants avec qui je travaille souvent me disent mes élèves sont démotivés. Point. Mais je leur dis, oui, mais qu'est-ce qui vous dit qu'ils sont démotivés? Et souvent, les enseignants, ça leur est très facile de me donner les indices, les manifestations de la démotivation des élèves. Mais quand je leur dis, OK, d'accord, mais quelles sont les causes de cette démotivation? Là, c'est un peu plus difficile. Et on s'aperçoit que les enseignants, des fois, ont une réflexion sur les manifestations de la motivation, mais ça leur est difficile de prendre un recul puis d'essayer d'examiner les principales causes de cette démotivation. C'est ce qu'on va essayer de faire cet après-midi. Deuxième, c'est de faire le point sur les stratégies à utiliser. Je ne suis pas un psychologue, je suis un psychopédagogue. Un psychopédagogue, ça se préoccupe de l'apprentissage et de l'enseignement. Il y a de mes collègues psychologues qui travaillent sur la motivation et eux sont intéressés à en connaître les sources, les causes. Mais moi, d'accord, mais il faut aussi aider les enseignants à mieux intervenir pour augmenter la motivation des élèves. Et on va aussi avoir une partie de la conférence sur qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'enseignants, pour favoriser le plus possible la motivation de nos élèves. Donc, on aura une étape d'intervention, de proposition, d'action pour favoriser la motivation. De façon un petit peu plus pratique, je vous propose de répondre à ces 4 questions. Pourquoi l'enseignant doit-il se préoccuper de la motivation de ses élèves? C'est pas aussi anodin que ça, parce qu'encore là, chez nous, il y a des enseignants qui disent « c'est pas mon problème ». Moi, je suis un spécialiste de la physique ou de l'histoire ou du français. Mon rôle, c'est de bien enseigner ma matière, mais quant à la motivation de l'élève, c'est son problème. Moi, je ne pense pas, mais je vais vous donner les raisons pourquoi je pense que les enseignants ont une certaine responsabilité. Deuxième question, elle est très importante. Pourquoi, dans la même classe, avec le même enseignant, il y a des élèves qui sont motivés et des élèves qui ne le sont pas motivés? Et ça, c'est une question qui embête beaucoup les enseignants, mais ils disent, mais je suis le même, je propose les mêmes activités. Comment ça se fait qu'il y en a qui sont motivés alors que d'autres ne le sont pas? On va répondre à cette question-là aussi. Et on va se demander quelles sont les portes d'entrée pour un enseignant pour, si vous voulez, atteindre la motivation des élèves. Vous allez voir, la motivation, ça leur appartient aux élèves. Comme actuellement, la motivation vous appartient. Mais les enseignants ont des portes d'entrée pour essayer de favoriser ou d'aider les élèves à bien se motiver. On va essayer de voir quelles sont les principales portes d'entrée, celles que la recherche nous dicte. Et enfin, que pouvons-nous faire réalistement? Je suis de ceux qui disent qu'un enseignant ne peut pas tout faire. On le souhaiterait, les parents le souhaitent bien sûr, les directions d'école le souhaitent énormément. Moi, je pense qu'il y a des choses à faire bien sûr, mais il faut être réaliste aussi. Alors, on va en arriver à vous proposer des choses, des propositions, des suggestions, des conseils, et c'est là que j'aimerais avoir votre réaction parce que ça terminera notre conférence. Et si on réussit à répondre à ces 4 questions, je pense qu'on aura passé un bon après-midi et je pense qu'on va avoir atteint nos objectifs. Alors, si vous voulez bien, on va commencer. Alors, pourquoi un enseignant devrait-il se préoccuper de la motivation des élèves? Comme je vous dis, il y a des enseignants qui ne se sentent pas du tout concernés, qui sont conscients qu'ils ont devant eux des élèves qui sont démotivés. Mais moi, je viens de perdre le son. Non? Ça va? Oui. Alors, pourquoi, moi, Roland Villot, je pense que les enseignants doivent se préoccuper de la motivation des élèves? C'est pas compliqué, j'ai 3 arguments. Premier argument, c'est une condition essentielle à l'apprentissage. Ça, on n'y échappe pas.
S'il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'apprentissage. Ah, bien sûr, il peut y avoir des petits apprentissages, mais des apprentissages vraiment significatifs, des apprentissages en profondeur comme tous les enseignants le désirent, non. Il faut qu'il y ait une motivation. Alors, premier argument, on n'y échappe pas si on veut que nos élèves apprennent, il faut qu'ils soient motivés. C'est une condition essentielle. Ça, c'est une chose qui m'importe énormément. J'en parlais à certains de vos collègues un matin. Dans bien des cas, je pourrais même dire dans beaucoup et dans la majorité des cas, l'enseignant est rendu dans la société le seul modèle d'apprenant que des enfants, des ados peuvent voir. Ce que je veux dire par là, c'est que regardez, examinez la télévision, qu'elle soit française, canadienne ou américaine, on reçoit tellement de choses des États-Unis. Il est très, 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 très rare de voir des gens qui apprennent et surtout des gens qui prennent plaisir à apprendre. Lorsqu'on se retrouve avec des téléséries ou des films où on est dans les écoles, c'est toujours des problèmes qu'on voit. Et c'est très, très rare qu'on voit des enseignants, des adultes apprendre. Même chose, les enfants, les adolescents vont très rarement voir leurs parents à la maison apprendre. Et surtout, prendre plaisir à apprendre. Les parents arrivent du travail, souvent fatigués. Ils vont dire, bien sûr, à leurs enfants, apprends, c'est important dans la vie, il est important d'apprendre, etc. Mais le dire n'est pas le démontrer. Et si on veut être un modèle, il faut bien sûr dire, apprenez, c'est intéressant, mais il faut surtout le montrer aux gens. Il faut surtout le montrer aux enfants. Et c'est ça, être un modèle. J'avais un exemple que je citais encore un matin. Je me suis retrouvé à un moment donné, il y a quelques années, devant une trentaine d'enseignants en français et qui me questionnaient sur ça. Ils me disent, on lit des modèles, on n'arrête pas de dire à nos élèves que c'est très important la littérature, que c'est passionnant les romans, etc., etc. Et à un moment donné, je me suis retrouvé devant eux, je dis d'accord, je dis alors, soyez sincères, quels sont ceux et quelles sont celles parmi vous qui arrivez dans votre classe avec le roman, votre roman chevet, votre roman préféré? J'ai eu seulement 3-4 enseignants qui ont levé la main. Alors, je leur ai dit, mais alors, ils vous voient avec quel livre entre les mains? Ils nous voient avec les manuels, avec les cahiers d'exercice. Bien, c'est ça, l'image que vous envoyez, et que vous ne voulez pas envoyer, mais que vous envoyez vraiment, c'est que le français, votre matière, c'est quoi? Ce sont des manuels et des cahiers d'exercice. Et moi, je pense qu'il faut repenser, qu'on soit professeur de physique, qu'on soit professeur de géographie, d'histoire, de français, il faut bien sûr démontrer sa passion de sa matière. C'est un must. Mais il faut aussi montrer aux élèves qu'apprendre, c'est agréable et ça peut devenir même passionnant. Non pas seulement que le dire, mais le montrer. Et c'est dans ce sens-là que c'est mon deuxième argument. Il faut qu'un professeur devienne un modèle. Et enfin, et ça aussi je pense que je vous apprends rien, c'est pas toujours intrinsèquement motivant d'apprendre à l'école. Des fois, on doit faire des tâches. Des fois, vous, enseignants, vous proposez des tâches qui ne sont pas très rigolos. Mais il faut passer outre, il faut y aller, il faut travailler et les résultats vont être agréables, les résultats vont être motivants. Mais avant d'arriver à ça, il y a des tâches qu'il faut accomplir qui ne sont pas toujours très intrinsèquement motivantes. Donc, il faut un support, il faut un encouragement des enseignants. Alors, il y a bien sûr d'autres arguments, mais je trouve que ces 3 arguments-là nous montrent à quel point le professeur a ou devrait avoir une responsabilité face à la motivation de ses élèves. Maintenant, ceci c'est bien beau, mais je pense aussi qu'il faut parler des limites que vous, les enseignants, que moi, en tant qu'enseignant, je peux avoir lorsque je veux travailler sur la motivation de mes élèves. Alors, quelles sont ces limites? Encore là, j'en ai 3.
Et ce sont, à mon avis, des limites qui sont très réelles. On ne peut pas être motivé pour les élèves. La motivation, vous allez voir, on va en parler plus en profondeur tout à l'heure, mais ça se passe entre les deux oreilles de nos élèves. Moi, j'ai travaillé avec des enseignantes et des enseignants qui auraient tellement souhaité être motivés à la place de leurs élèves, qui s'en allaient souvent vers la déprime en disant « mais ça ne marche pas, comment ça se fait? Est-ce que je peux au moins... » Moi, je leur disais « il est fort probable que dans votre classe, il y en aura des gens motivés. Vous ne pouvez pas être motivé pour eux. » Vous allez voir, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, excusez-moi, on ne peut pas être motivé pour nos élèves. C'est à eux de l'être. Ce qu'on peut faire, par contre, on peut leur aider. Et c'est notre tâche et notre responsabilité. Deuxième limite, c'est qu'il y a des facteurs sur lesquels vous n'avez aucun pouvoir, aucun contrôle, et qui viennent influer sur la motivation de vos élèves. Heureusement, il y a des facteurs sur lesquels vous avez du contrôle, nous les verrons tout à l'heure, mais il y en a des facteurs impossibles. Vous ne pouvez pas agir sur ces facteurs-là. Des facteurs de société, des facteurs des fois familiaux. C'est des facteurs sur lesquels vous avez très peu, sinon pas du tout de pouvoir. Or, ils influent eux autres aussi sur la motivation de vos élèves. Donc, c'est une limite. Et aussi, j'y reviens, sans le soutien des parents, sans le soutien de l'administration ou les directions d'école, sans le soutien de nos décideurs, je pense que nous, dans notre classe, enseignants, on peut faire des choses, mais on aura toujours une très grande limite. Et ça, c'est un message que les enseignants au Québec m'envoient très, très souvent. Où sont les parents? Mais où sont les parents? Ils se sentent vraiment délaissés. Je ne sais pas s'ils exagèrent, mais ils se sentent souvent délaissés des parents. Quant aux directions d'école, des fois, ça fonctionne très bien. Il y a un support, il y a une très bonne affinité ou un très grand lien entre les enseignants et les directions d'école. Des fois, il faut l'avouer, les directions d'école ne sont pas au rendez-vous. Par contre, lorsqu'ils ont des mauvaises notes, là, ils sont au rendez-vous, mais les directions d'école, des fois, se refusent ou ne sont pas intéressés à parler de pédagogie. Et les enseignants en souffrent, à mon avis. Donc, ce sont nos limites. On a des responsabilités, nous, en tant qu'enseignants, mais il faut accepter aussi que nous ayons des limites. Ça sera important parce qu'on va s'apercevoir que dans notre classe, il y a des fois des élèves qui sont démotivés et on ne doit pas se sentir coupable. On va y revenir à ça. Donc, responsabilité, oui, mais limite. Il faudrait que vous reculiez d'1 mètre. Ah, vous êtes trop chaud par rapport à... D'accord, merci. Il faut que je recule. C'est pas parce que je ne suis pas intéressé, mais il faut que je recule pour la caméra. Petit schéma, juste pour vous montrer rapidement ou de façon visuelle. On a dit d'ailleurs que beaucoup d'enseignants sont très, très préoccupés, avec raison, bien sûr, de l'enseignement de la matière. Et pour eux, c'est vraiment leur tâche, enseigner la matière. Mais si on dit que pour apprendre, il faut le pouvoir, c'est-à-dire en avoir les capacités et bien connaître les stratégies, et il faut aussi le vouloir, à mon avis, un enseignant ne doit pas se limiter à communiquer ou faire apprendre sa matière, mais il doit aussi intervenir sur le pouvoir apprendre, ce qu'on ne fera pas après-midi, on n'en discutera pas, mais ça pourra faire l'objet d'une conférence, et aussi intervenir sur le vouloir, c'est-à-dire sur la motivation des élèves. C'est aussi, à mon avis, 2 tâches supplémentaires à celle de vraiment communiquer sa matière. Alors, nous, on va s'attarder au vouloir apprendre. On va voir comment, on va voir en quoi ça consiste. Et le pouvoir apprendre, ça aura pris toute l'après-midi, mais c'est aussi une chose très importante. Alors, allons-y. Autre question qui m'est souvent posée par les enseignants, comme je vous disais tout à l'heure, mais pourquoi certains sont motivés alors que d'autres ne le sont pas?
devant la même matière, le même prof, les mêmes activités. On a des éléments de réponse. Alors, ma tâche, vous savez, ça fait à peu près 25-30 ans que je travaille sur la motivation. J'ai eu la chance de faire des études qui m'ont amené à aller travailler une partie de mes études aux États-Unis. Et j'ai vraiment documenté, puis j'étais à la recherche d'un modèle qui était économique, dans le bon sens du terme. Je voulais pas un modèle avec 350 composantes, toutes interreliées, avec du rouge, du vert, puis non. Moi, je voulais dire quelles sont les composantes essentielles de la motivation, de la dynamique motivationnelle. Et j'en suis arrivé à ce modèle-là que je vous propose. Alors, face à une activité d'apprentissage, et Dieu sait s'il y en a des activités d'apprentissage que les enseignants proposent à leurs élèves, face à une activité d'apprentissage, il y a 3 sources de motivation importantes. La première, c'est la perception de la valeur. Un élève, un étudiant, va se demander, souvent inconsciemment, mais va se demander, est-ce important ce que l'enseignant me demande de faire? Et s'il n'est pas capable de répondre oui, on peut commencer à comprendre qu'il y a un problème de motivation. Et le mot important, c'est est-ce que ça va m'être utile? Est-ce que c'est utile pour moi ce que le professeur me demande de faire? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je peux y trouver un intérêt à accomplir l'activité que le professeur me demande de faire? Alors, première source de motivation, première source intrinsèque, c'est perception de la valeur, de l'importance, de l'utilité, de l'intérêt de l'activité que le professeur me propose ou m'impose dans sa classe. Et vous allez voir, c'est une source très importante. Souvent, surtout au collégial ou au lycée, les élèves vont dire « Mais pourquoi je devrais faire ça? Voulez-vous bien me dire à quoi ça va me servir de faire ça? Voulez-vous bien me dire à quoi ça va me servir de faire de la trigonométrie dans la vie? » Quand les élèves posent ce genre de questions-là, c'est qu'ils ont une perception de la valeur faible. Et il faut travailler là-dessus. Comment? On verra tout à l'heure. Deuxième source de motivation, perception de la compétence. Encore là, les élèves ne vous le diront pas, mais les élèves, face à une activité à accomplir, vont se demander, est-ce que je suis capable de réaliser ce que le prof me demande de faire? Cette fameuse perception de sa compétence, c'est pas tout à fait comme l'estime de soi, mais bon, on n'aura pas le temps d'y voir la nuance, mais on pourra la faire si ça vous intéresse à travers les questions de tout à l'heure. Mais la perception de sa compétence, nous-mêmes, on est confrontés à ça. Je peux vous le dire, moi j'ai une anecdote, et durant des années, j'ai resté au pied on appelle ça le mont Offord, qui est un mont qui est très bon pour le ski. Alors, j'ai jamais mis des skis dans mes pieds. Jamais. Et pourtant, un de mes bons amis était l'instructeur en chef qui a tout fait pour que je fasse du ski. Mais je trouvais 1001 raisons pour ne pas en faire. Genre, je suis frileux, j'ai pas d'équipement. Mais dans le fond, c'était ma perception de ma compétence qui était faible. Et le plus drôle, c'est qu'avec cet instructeur-là, l'été, je jouais au tennis, était vraiment meilleur que moi, mais me sentant assez compétent, je jouais contre lui. Je perdais, mais je jouais, puis je perdais, mais c'était pas grave parce que je savais que je me débrouillais assez bien au tennis. Mais en ski, il ne fallait pas. Ça va bien, là, je vous donne une anecdote qui est la mienne, mais des élèves qui sont obligés de faire des activités et qui se sentent incapables ou doutent d'eux-mêmes vont se trouver 1001 raisons pour ne pas la faire. Ils vont essayer de l'éviter. Et une des façons de l'éviter, c'est de ne pas travailler. Ils vont avoir une mauvaise note, puis ils vont dire « Ah, je savais, je ne suis pas capable. Terminé. »
Parce que faire l'effort et ne pas réussir, c'est d'avouer qu'on n'est pas très bon. Mais d'échouer, mais de dire à ses copains, je n'ai pas travaillé, c'est pas grave. Alors, il y a plusieurs petites façons pour un élève se sentant incapable ou doutant de lui d'éviter une activité ou d'abandonner très rapidement. J'ai essayé, monsieur, ça ne fonctionne pas. Terminé. On a même entendu des enseignants me dire « Ah, mon père était très mauvais en français, pour moi, je ne suis pas très bon. » C'est normal. Un élève qui doute de sa compétence est un élève qui va essayer le moins possible de travailler, de s'engager et de persévérer. Et encore là, ça peut être une source de démotivation très importante. On retrouve ça, on n'a pas le temps de faire toute la psychologie du développement, mais on s'aperçoit que les élèves qui arrivent au primaire, leurs premières années, se sentent capables et on voit des courbes de whoop, à un moment donné, ils se sentent très capables, whoop, ça commence à baisser. Certains élèves se sentent toujours bien capables, perception de compétences intéressante, mais certains élèves commencent à douter. Il faut dire qu'à ce niveau-là, les parents sont très importants. Donc, deuxième source de motivation, de dynamique motivationnelle, perception de sa compétence. Lorsqu'on doute de notre capacité, on peut avoir des problèmes de motivation. Troisième source, perception de contrôlabilité. Est-ce que j'ai mon mot à dire dans le processus d'apprentissage? Et ça, on retrouve ça beaucoup chez les ados qui, dans leur vie quotidienne, ont une très grande latitude, une très grande liberté, et lorsqu'ils se retrouvent en classe, se sentent en prison. À tort, à raison, encore une fois, mais se sentent en prison. Alors on dit, mais pourquoi? On n'a rien à décider. Tout est décidé par le prof. C'est lui qui décide. Je ne peux rien faire. Et il y a aussi, petite parenthèse, il y a une théorie qui s'appelle les théories des attributions causales. Il paraît que chaque individu, vous, moi, les élèves surtout, lorsqu'il nous arrive des événements importants, on va attribuer une cause à notre succès ou à notre échec. Et on a remarqué chez beaucoup d'élèves qui avaient une perception de contrôlabilité faible, lorsqu'on leur demandait « Comment expliques-tu, mettons, l'échec en mathématiques? » C'est pas de ma faute, c'est la faute du prof. L'examen était trop difficile. Ah bon? Oui, j'étais malade cette journée-là, j'étais vraiment pas en forme. On s'aperçoit que toutes ces causes-là sont externes à la personne. Et ce qui est encore plus grave, c'est quand on demande qui sont vraiment faibles au plan de la perception de la contrôlabilité, lorsqu'on leur dit « Hey, c'est super, tu as réussi », à quoi attribues-tu ton succès? Même chose. Ils attribuent ça à d'autres qu'eux autres. On dirait qu'ils ne sont jamais à l'origine de ce qui leur arrive. Et quand on se retrouve devant des élèves comme ça, on a du boulot à faire. Parce qu'il faut qu'un élève se sente responsable de ses actions. Bien sûr qu'il peut penser qu'il n'est pas le seul, mais un élève qui est toujours en train de dire que c'est la faute à quelqu'un, la faute à quelque chose, mais jamais lui, on a un problème de perception de contrôlabilité. Alors, j'ai oublié de la faire. Ce sont les trois sources principales, il y en a d'autres bien sûr, mais les trois sources principales de soit la motivation ou de la démotivation. Un élève qui accorde peu de valeur, un élève qui doute de ses compétences, un élève qui a l'impression que tout est décidé d'avance, puis tout est contrôlé par un adulte, généralement, on va se retrouver devant un élève démotivé. Par contre, un élève qui considère que ce que vous lui proposez en termes d'activité, c'est intéressant ça, ou ça va m'être utile,
Ou un élève qui dit, moi, je suis capable. Ce ne sera pas facile, mais je vais tout faire parce que j'ai la capacité pour. Ou on a l'impression d'avoir une certaine latitude en classe, et généralement un élève qui est motivé. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça, un élève motivé? C'est bien beau de dire, bon, ben, on connaît les principales causes, mais nous, on est là pour qu'ils apprennent en fin de compte. Alors, quelles sont les principales causes de la motivation? Encore là, les recherches nous disent que un élève motivé est un élève qui s'engage dans ses apprentissages. Lorsqu'on dit engagement, on dit un élève concentré, attentif. Un élève qui va utiliser des stratégies d'apprentissage qui vont lui permettre de faire des apprentissages en profondeur. On aurait pu dire un engagement cognitif. Et ça, on le voit facilement. Nous, les enseignants, lorsqu'un élève est bien dans sa tâche, il rentre en profondeur, il se questionne, il vous questionne, c'est un élève engagé. Et lorsqu'on parle de persévérance, la deuxième conséquence de la motivation, là, on parle du temps consacré à l'apprentissage. Un élève motivé, c'est un élève qui va consacrer du temps. C'est ce qu'on souhaite. C'est un élève qui n'abandonnera pas à la première tentative. Il va continuer, il va persévérer. Et ça, c'est intéressant parce qu'un élève qui s'engage, qui a des bonnes stratégies, qui les utilise, un élève qui persévère, généralement, il y a de fortes chances que c'est un élève qui va apprendre, qui va réussir. Et la petite flèche est importante parce que lorsqu'on apprend, on a constaté que les fameuses perceptions qui sont à l'origine de la dynamique motivationnelle augmentent. Plus on apprend, plus on s'aperçoit que c'est intéressant et utile, plus on se sent capable, perception de sa compétence, et plus on a l'impression qu'on a de la latitude dans le cours. Ça, on dit que la roue tourne du bon côté. On appelle ça une dynamique motivationnelle fonctionnelle. C'est ce que tous les enseignants rêvent. Le problème, c'est qu'il y a des élèves qui sont démotivés. Alors, une des sources de motivation fait défaut, est à l'état zéro, quoique c'est rare, mais est à l'état zéro. Je ne vois aucune utilité ou aucun intérêt à faire ce que le prof me demande. Ça a pour conséquence que l'engagement n'est pas au rendez-vous. L'élève va utiliser ce qu'on appelle des stratégies d'évitement et non pas d'apprentissage. Il va tout faire pour ne rien faire. Il va trouver 1001 raisons, stratégie d'évitement. Il ne persistera pas, ne persévérera pas. Il va essayer, bon, ça ne marche pas, j'arrête. Donc, aucune persévérance. Et un élève qui ne s'engage pas, qui ne persévère pas, est généralement un élève qui ne réussit pas, qui n'apprend pas. Et ça a des conséquences sur les perceptions. Cette fois-là, les perceptions sont à la baisse. Et là, on parle de dynamique motivationnelle dysfonctionnelle. La roue tourne du mauvais côté. Et ça arrive à certains de nos étudiants. Donc, je reviens. Oh, comment ça fait que je perds ça, moi? Bon. Alors, la question, on est rendu à la deuxième question de la conférence. Pourquoi certains élèves sont motivés alors que d'autres ne le sont pas? Un élève motivé, je me répète, mais je pense que c'est important, c'est un élève qui va trouver les activités que vous leur proposez intéressantes et utiles. C'est un élève qui va se sentir capable de faire ce que vous leur demandez de faire. Et c'est un élève aussi qui a l'impression d'avoir un certain contrôle sur le déroulement de son apprentissage. Là, on a un élève motivé, généralement, très généralement. Et on retrouve ces genres d'élèves-là dans nos classes. Par contre, on retrouve aussi des élèves qui sont démotivés. En quoi ça consiste?
D'abord, il considère que les activités lui sont proposées sont inutiles ou inintéressantes. Il se sent incapable de faire ce que vous leur demandez et il a l'impression qu'il n'y a aucune responsabilité dans sa démarche d'apprentissage. Et là, on a des élèves démotivés. Donc, je me résume, par rapport à la même activité, compte tenu de ces fameuses 3 perceptions-là, on a la même activité. Mais c'est une question de perception. Et une perception, vous savez comme moi, c'est subjectif, c'est personnel, ça nous vient de notre histoire. Et vous pourriez examiner vos élèves démotivés et il y a des très, très grandes chances que vous pourriez pointer du doigt une de ces 3 sources-là, puis peut-être 2, en disant, oui, cette personne-là est démotivée parce que c'est une personne qui doute d'elle-même. C'est une personne qui est démotivée parce que vraiment, il se demande qu'est-ce que ça donne de faire ce que je lui demande. Alors, nous avons là des éléments de réponse à la question, pourquoi certains élèves sont-ils motivés alors que d'autres ne le sont pas? Alors, s'il y a des questions, gênez-vous pas, prenez-les en note et on pourra revenir là-dessus. Bon, on connaît un petit peu la dynamique motivationnelle. Moi, en tant que prof, moi, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour aider mes élèves, mes étudiants, à avoir des perceptions, ces fameuses 3 perceptions-là, à avoir des perceptions positives? Alors, ce qu'on vient de voir, c'est la dynamique motivationnelle de l'élève. C'est comme si nous avons fait un genre de zoom-in, au microscope, on a vu comment ça fonctionnait à l'intérieur. Ça, c'est intrinsèque, c'est ce qui se passe entre les 2 oreilles de l'élève. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est quels sont les facteurs externes qui agissent sur cette dynamique qui est intrinsèque. Alors, une fois qu'on est sur les facteurs, ils se sont aperçus, et je pense qu'on ne vous apprend rien, ils sont multiples. Il y en a, ça a bon sens. Le travail qu'on fait, c'est qu'on peut les regrouper. Non. Oui, c'est mieux. Désolé. Alors, ce qu'on a fait, c'est on a regroupé les facteurs en catégories pour essayer de voir encore mieux comment ça se déroulait. Alors, première catégorie, on a appelé ça des facteurs relatifs à l'élève. Alors, il y en a une multiple. Ses caractéristiques individuelles, ses attentes, ses capacités, ses intérêts personnels. On pourrait en rajouter. Et il y a aussi beaucoup des facteurs relatifs à son environnement familial. Et là, il y a des gens qui ont fait de la recherche là-dedans, surtout aux États-Unis. C'était très intéressant. Par exemple, il y a eu des recherches dans quelle mesure des valeurs religieuses dans les familles venaient influencer la motivation des élèves en classe. Quelles sont les valeurs que les parents devaient véhiculer pour que les élèves puissent, d'une part, rester à l'école, puis deuxièmement, apprendre? Alors, il y a une série de recherches qui ont été faites là-dessus, qui sont intéressantes, mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Donc, premier facteur relatif à l'élève, il y en a une foule. Première catégorie. Deuxième catégorie, facteurs relatifs à la société. Alors, toutes les valeurs d'une société, j'ai eu la chance, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'aller vivre aux États-Unis durant mes études, au Canada, en France. Je connais la France. Il y a longtemps, j'étais venu travailler 1 an ici. Et je me suis aperçu facilement, et c'est facile de voir à quel point, face à la scolarisation, nos sociétés, nous avons des valeurs différentes. Et ça amène inévitablement les élèves à saisir ça et à être influencés au plan motivationnel. Au niveau de la société, on pourra aussi apporter la culture, toute cette culture numérique qui s'installe de façon fulgurante, foudroyante.
Dans quelle mesure ça va avoir un impact sur l'école? Il va en avoir un, sûrement, c'est inévitable. Et comment on doit suivre? De quelle façon? Mais c'est la société, ça, qui amène tous ces objets, ces outils, ces façons de se promener par le net à travers le monde. Quel impact que ça a sur la motivation de nos élèves lorsque je lui demande de travailler durant 1 heure sur un projet de mathématiques? Alors qu'ils n'arrêtent pas, généralement. Je disais à vos collègues, ils ont des pouces très musclés. Hein, nos enfants c'est incroyable à quel point ça fonctionne comme ça. Alors, ça a une influence certaine sur la dynamique motivationnelle de vos élèves en classe. On ne peut pas y échapper. Il y a aussi une autre catégorie, facteurs relatifs à l'école. Vous enseignez dans une classe, mais la classe est dans une école. Puis une école, ça a ses règlements, ça a ses projets, ça a ses projets pédagogiques, comme on dit chez nous au Québec. Ça a aussi, des fois, l'école propose des activités extrascolaires. Et on a aussi examiné à quel point les activités extrascolaires pouvaient influencer la dynamique motivationnelle des élèves. On l'a examiné, ça. Donc, l'école, il y a une série de facteurs qu'on peut regrouper sur l'école et qui nous amènent effectivement à s'apercevoir que même dans une classe, l'école a une influence. Ça, je ne comprends pas ça que je perds, par exemple. Oui, perception de contrôle-activité. Et dernièrement, j'en rajoute une, c'est les facteurs relatifs à la classe. Enfin, les voilà nos portes d'entrée. Parce que ça, ces facteurs-là, nous, les enseignants, nous, les profs, nous avons un certain contrôle dessus. Tous les autres facteurs, peu ou pas. Et c'est pour ça que je vous dis, très probablement qu'il y aura toujours des élèves démotivés en classe, même si un professeur se déploie de façon extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y aura des élèves démotivés à cause de facteurs sur lesquels le prof a peu de pouvoir. Mais, une chance, il y a des facteurs sur lesquels on a du pouvoir. Et ce sont nos portes d'entrée. L'état de la recherche nous dit que plusieurs facteurs, il est disparu. Il y a des esprits ici, hein, on est dans un... Il y a 5 facteurs qui semblent avoir plus de poids que d'autres. D'abord, les activités que vous proposez, on en parle depuis tout à l'heure. L'évaluation, les pratiques évaluatives, ça a une influence énorme sur la motivation des élèves. L'enseignant, lui-même, sa personnalité, sa relation avec les élèves est un facteur très, très important. Le climat de la classe, la relation entre les élèves. Est-ce que c'est un climat sain pour apprendre? Est-ce que c'est un climat qui est fait de tension, d'agressivité? C'est important, c'est un facteur très important. Il y a quelqu'un là qui m'a dit des tours. Et les récompenses et les sanctions. Alors, je ne sais pas ici, mais en Amérique, c'est très fort. Surtout au primaire, on pense, nous autres, que plus on va récompenser les enfants, plus ils vont apprendre, plus ils vont être motivés. Et il faut des nuances, on pourra en parler tout à l'heure, mais avec nuances. Mais nous, on est très fort sur les récompenses et les sanctions. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on voit qu'il y a des facteurs sur lesquels l'enseignant a peu de pouvoir et qui peuvent influencer de façon directe la motivation de ses élèves. Mais, tant mieux, il y a des facteurs sur lesquels il a du pouvoir. Et c'est ce qu'on appelle les portes d'entrée. Et la question qu'on doit se poser, c'est comment faire en sorte que ces portes d'entrée, ces facteurs, puissent venir favoriser positivement la dynamique motivationnelle, nos fameuses 3 sources intrinsèques de motivation.
Ce que je vais faire maintenant, sachant, voilà, ça va, on dirait qu'il y a un chronomètre là-dedans, mais pourtant je ne l'avais pas programmé. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, étant donné que le temps passe, il me reste peut-être 20 minutes, j'aimerais ça travailler 2 facteurs seulement. On n'aura pas le temps de passer à travers les autres. Les activités et le prof en tant que tel. Malheureusement, on aurait pu parler de l'évaluation, mais là, on aurait eu, je suis persuadé, un débat, un très long débat, et on n'aurait pas eu le temps. Mais je préfère mettre l'accent sur deux facteurs plutôt que d'autres. Alors, c'est quoi les activités pédagogiques? C'est tout simplement toute situation organisée, proposée par un enseignant dont le but est d'aider les élèves. C'est tout simplement ça. Et tout ce qui se passe en classe, généralement, ce sont des activités pédagogiques. Ce qui est intéressant, c'est une petite statistique américaine. Ils ont calculé, ne me demandez pas comment, mais ils ont calculé qu'un élève au secondaire, je pense que c'est au secondaire, le high school, qui appelle le junior high school, ce qui est pour vous les collèges, au minimum 10 activités par jour. Alors des petites, des grandes, vous donnez un exposé, activité. Vous demandez à faire des exercices, activité. Ils ont tout calculé ça, puis ils ont calculé qu'en moyenne 10 activités par jour qui étaient demandées aux élèves. Et là, ils ont fait le décompte, puis ils sont aperçus qu'à la fin du junior high school, ils auraient eu à accomplir 20 000 activités. Quand même pas mal. Mais moi, c'est la citation, Paris et Turner sont 2 chercheurs, et j'ai trouvé ça intéressant, et ils se sont dit, si la majorité des 20 000 activités sont dictées par les profs, pas de perception de contrôlabilité, peu exigeantes sur le plan cognitif, et consistent pour la plupart à faire ce qu'un adulte exige, ça c'est difficile pour un ado, on devrait se demander pourquoi tant d'élèves restent à l'école plutôt que de se demander pourquoi ils abandonnent. C'est une réflexion intéressante de se dire, c'est vrai, dans le fond, quand on y pense, quelle sorte d'activités qu'on propose à nos étudiants? Est-ce qu'elles sont vraiment motivantes, nos activités? Et sinon, on n'a pas à se demander pourquoi ils abandonnent, on devrait se demander, mais qu'est-ce qu'ils font là? Alors, moi, quand je travaille avec les enseignants, pour encore aider davantage à leur faire voir ce qu'ils peuvent faire, je distingue 2 types d'activités pédagogiques. J'appelle ça les activités d'apprentissage, où l'élève est l'acteur principal. Lorsque je demande à l'élève de résoudre des problèmes, lorsque je lui demande de faire un projet, lorsque je lui demande de travailler en équipe, lorsque je lui demande de faire des laboratoires, ça, ce sont des activités d'apprentissage parce que l'élève, on lui demande d'appliquer, d'utiliser, et dans ce sens-là, il est le principal acteur. Ça ne veut pas dire que l'enseignant ne fait rien, mais c'est l'élève qui est le principal acteur. Des exemples, bien, je pense que je viens d'en donner. Réalisation de projets, exercices, résolution de problèmes, expérimentation en laboratoire, des jeux de rôle. Nous, les enseignants, utilisent ça. C'est intéressant. Ils font des débats. Alors vous êtes de tel type, vous êtes un expert. Jeux de rôle. Ce sont toutes des activités d'apprentissage. Donc, dans lesquelles les élèves sont les principaux acteurs. Et il y a des activités d'enseignement. Alors, les activités d'enseignement, cette fois-là, c'est le prof, l'enseignant qui est le principal acteur. Alors, bien sûr, on pense à l'activité la plus connue, la plus populaire, ce sont des exposés, qui peuvent être très courts, qui peuvent être très longs, qui peuvent être questions-réponses, mais les exposés, ce sont les profs qui sont les principaux acteurs dans les exposés. Donc, les activités d'enseignement, contrairement aux activités d'apprentissage, c'est l'enseignant qui est le principal acteur. Ça ne veut pas dire que les élèves ne font rien, ça ne veut pas dire que les élèves n'apprennent pas, au contraire, mais c'est le professeur, comme moi actuellement, qui est le principal acteur. Donc,
moi je distingue les deux. Mais pourquoi distinguer activité d'apprentissage d'activité d'enseignement? Pour la simple raison qu'au plan motivationnel, on se retrouve devant des conditions motivationnelles différentes à remplir. Alors, on y va. Pour les activités d'apprentissage, on ne fera pas le tour, ne vous en faites pas, mais on a réussi à cerner, identifier 10 conditions motivationnelles que des activités d'apprentissage, où les élèves sont les principaux acteurs, 10 conditions motivationnelles que les activités d'apprentissage devraient remplir, pour que ces activités-là soient, entre guillemets, motivantes pour les élèves. Alors là, je vous en donne quelques-uns. Il y a peut-être la troisième, l'authenticité. Est-ce que dans mon activité, la réalisation que je demande à mes élèves, elle ressemble à ce que l'élève fait dans la vie courante? Si je lui demande, par exemple, de répondre à 10 questions en français, compléter la phrase suivante, ce ne sont pas des réalisations qu'un élève fait généralement dans la vie courante. Par contre, si je lui demande de faire une présentation sur un projet en physique et que cette présentation-là doit ressembler à une présentation soit sur vidéo, soit sur YouTube, là, on se rapproche de plus en plus sur une réalisation qu'on appelle, nous, authentique. Et j'ai travaillé au niveau universitaire avec des profs d'université qui voulaient améliorer la motivation de leurs élèves, de leurs étudiants. Et on travaillait beaucoup ça. Je pense à un professeur d'ingénierie en géologie. Et on a travaillé beaucoup, on a tout transformé son cours sous forme de simulation. Et les produits qu'il demandait à ses étudiants ressemblaient vraiment à des produits ou des réalisations que les ingénieurs en géologie faisaient dans la vie courante. Et là, on se rapprochait de l'authenticité de l'activité. Alors, c'est un exemple. Ah, il a reculé, là. Y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose qui contrôle mon... Le défi. C'est incroyable. Prenez les jeux vidéo. Qu'est-ce que les jeux vidéo proposent? Le défi. Moi, je me souviens, c'est des vieux jeux, mais vous savez, ces jeux d'échecs qu'on avait avec l'ordinateur, ça existe sûrement. Mais on avait un premier niveau, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis ce qu'on souhaitait, c'est monter de niveau. Est-ce que nos activités suscitent le défi chez nos étudiants? C'est une question qu'on doit se poser. Je vais changer la diapo avant qu'elle recule, là, mais... Alors, les autres conditions, il y a le choix. Est-ce qu'on peut laisser le choix aux élèves? Est-ce qu'on ne peut pas leur donner l'entière liberté? Il n'y en a pas question, mais leur donner la possibilité de choisir certaines choses? Moi, je pense que oui. La collaboration entre eux. Le caractère interdisciplinaire. Est-ce qu'on peut faire entrer en jeu plusieurs matières disciplines? Est-ce qu'on ne peut pas travailler avec des collègues qui enseignent d'autres matières puis proposer un projet commun dans lequel on retrouvera des mathématiques, des français, la géographie? Et là, l'étudiant voit vraiment la signifiance. Il voit l'utilité, l'intérêt. La diversité, est-ce que je propose tous les matins la même chose? Une série d'exercices, je vous donne 45 minutes, vous devez faire 10 exercices, je vais passer à travers les rangs, puis si vous avez besoin d'aide, faites-moi signe. Si c'est comme ça tous les matins, la motivation ne sera pas au rendez-vous. Un déroulement réaliste. Quand il y a des profs qui disent « Bon, ben là, vous avez 10 minutes, dépêchez-vous, je ramasse les feuilles dans 10 minutes. » C'est pas très réaliste, tout ça, là. Donc, tout ça pour vous dire, on les connaît, les conditions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, mais on sait que ces 10 conditions sont importantes à remplir. Avec les enseignants avec qui je travaille, on a 2 modes de travail. Premièrement, il y a une auto-analyse. Excusez-moi.
On fait une petite grille avec les 10 conditions. On demande aux enseignants, choisissez une activité qui vous cause problème. Puis jugez vous-même, vous en tant qu'enseignant, dans quelle mesure elle remplit chaque condition. Et ça va bien. Puis souvent, les enseignants disent, ça remplit toutes les conditions. Ah bon? Je dis, on va faire une chose alors. On va faire la grille, mais là, on va le proposer à vos élèves. Alors, quand on a leur accord, c'est pas toujours, mais quand on a l'accord de l'enseignant, très moderne. Ce qui est intéressant, c'est que, d'une part, on s'aperçoit que l'activité que les enseignants proposent ont déjà rempli des conditions, mais on est capable de cibler les conditions sur lesquelles travailler. On n'est pas là en train de dire aux enseignants, bon, ben là, ça y est, on change du tout au tout, terminé, c'est pas bon, on change. Non. Généralement, les enseignants font du bon boulot, je le crois sincèrement. Généralement, les activités sont intéressantes, mais elles sont à améliorer. Et là, nous avons un cadre, des conditions, des critères qui nous permettent de le faire. Oh, on n'a pas bougé. Je vais faire du chemin, je vais parler ça. Ça, c'est pour les activités d'apprentissage. Bon. Pour les activités d'enseignement, lorsque je donne un exposé, et moi je pense que dans certains cas c'est nécessaire. Encore là, je ne passerai pas à travers, mais on connaît ce qu'on appelle les techniques d'enseignement. Pour faire un bon exposé, un prof va passer à travers ces techniques-là. Et quand on observe des enseignants, il y en a qui l'ont très bien ça. On est capable de dire, regarde ça, il a utilisé une anecdote. Regarde, il pose des questions. Mais il y a des enseignants, il ne faut pas se cacher, qui pourraient s'améliorer. Encore là, on a des outils, on a un cadre de référence qui nous permettent d'essayer de dire à l'enseignant, est-ce que ça t'intéresse de t'améliorer? Puis voici comment est-ce qu'on pourrait s'améliorer. Donc, on a des outils là aussi. L'utiliser de l'analogie, la métaphore, c'est vraiment l'anecdote. Commencer un cours J'aurais des exemples, mais le temps passe beaucoup trop vite, mais vraiment dire, on commence par une anecdote pour capter l'attention des élèves, c'est généralement une technique qui est très prisée. Donc, pour des activités d'enseignement, on les connaît, les techniques d'enseignement. On en connaît les meilleurs, les plus performants toujours sur le plan motivationnel. Et pour les conditions, les 10 conditions par rapport à des activités d'apprentissage, là aussi, on connaît aussi les conditions qu'elles doivent remplir. Donc, on a des outils pour améliorer les activités des enseignants. Juste avant de terminer, il me resterait un autre facteur, les enseignants. Alors là, ce qu'on vient de faire, c'est rapidement, j'en conviens, là, mais on vient de voir un des facteurs, une des portes d'entrée, les activités que vous proposez à vos élèves en classe. Une autre porte d'entrée, ou un autre facteur, appelons-le comme on veut, c'est vous en tant qu'enseignant. On n'y échappe pas. La compétence d'un enseignant, sa motivation, et je souligne, sa motivation favorise la motivation des élèves. C'est difficile de demander aux élèves d'être motivés lorsque nous ne le sommes pas nous-mêmes. Et moi, j'en ai vu des professeurs qui sont démotivés. Démobilisés, comme on dit. Démotivés, oui.
Alors, lorsqu'ils se retrouvent en classe, les étudiants le sentent très rapidement. Et c'est difficile de demander aux élèves de l'être. Les recherches nous disent que les enseignants, certains, pas tous, les enseignants peuvent susciter de la démotivation chez les élèves en difficulté d'apprendre. Et aussi, pour terminer, et ça c'est important pour le climat de la classe, des échanges fondés sur le respect et la reconnaissance. De la discipline, oui, mais de la discipline expliquée. On en parlait avec certains de vos collègues. Être capable de donner les raisons pourquoi on leur impose des choses, non pas seulement que leur imposer, ce qui va de soi, des fois on n'a pas le choix, mais de leur expliquer pourquoi on leur impose, c'est ce que les élèves souhaiteraient. Allez, tourne. Je pensais que ça... Alors, je conclus avec une conclusion, parce que j'aimerais ça vous laisser du temps aussi pour l'intervention. Conclusion à tout ça. On sait maintenant que l'enseignant doit se considérer comme un acteur incontournable. Il a une responsabilité, non pas seulement pour augmenter, mais aussi pour maintenir la motivation des élèves qui le sont motivés. Il ne faut pas les oublier, ceux-là, parce qu'ils vont perdre leur motivation. Ça, c'est ce que je pense que c'est important. Deuxième point qu'on devrait se rappeler de la conférence, c'est les enseignants ne peuvent pas être motivés à la place des élèves, c'est à eux de l'être. Ce qu'ils peuvent faire, par contre, c'est de les aider à l'être. On ne peut pas être motivé pour les élèves, mais on peut leur aider. Troisièmement, tout faire ce qui est réalistement possible de faire. Il faut rester dans la zone du réaliste. Moi, je pense qu'il ne faut pas... Puis peut-être que les parents, peut-être les administrateurs scolaires ou nos décideurs politiques nous demandent, nous enseignants, ou demandent aux enseignants tout sur la terre. Moi, je pense qu'il y a des choses réalistes à penser. Assumons-les comme professionnels et je pense qu'on aura assumé notre rôle correctement. Je me répète, mais je pense que c'est important. Nous avons des portes d'entrée pour aider les élèves à être motivés. Ces portes d'entrée, on les connaît maintenant. Les activités qu'on propose, qu'on propose aux élèves, les activités pédagogiques, on a vu qu'il y avait deux catégories. Activités d'apprentissage, les élèves sont les principaux acteurs. Activités d'enseignement, nous sommes les principaux acteurs, même si nos élèves apprennent. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Les pratiques évaluatives, malheureusement, on n'a pas eu la chance d'en parler, mais ça aurait pu faire l'objet d'une autre conférence. Est-ce que moi, de la façon que j'évalue mes élèves, ça les motive ou ça les démotive? Pratique évaluative, le climat de la classe. Est-ce qu'il est sain, mon climat de la classe? Est-ce qu'il est propice à l'apprentissage? Est-ce qu'un élève qui veut apprendre est dans une atmosphère pour apprendre? Un élève qui n'ose plus poser une question parce qu'il a peur que ses camarades rient ou le taquinent, ce n'est pas un bon climat de classe. Lui-même, l'enseignant, est un facteur très important. On aurait peut-être pu le mettre en premier, de par sa personnalité, de par sa propre compétence, de par sa motivation, mais aussi de par ses comportements avec des élèves démotivés ou des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. On s'aperçoit que des comportements des fois inconscients, mais qui sont là, viennent influencer la motivation des élèves. Et le système de récompense et de punition. Pas de punition, mais de sanction. Nous, on appelle ça des systèmes d'émulation, surtout au primaire, avec les enfants. Je pense que 85% des actions des enseignantes, je dis enseignantes parce qu'ils sont 85%,
au primaire à enseigner, il y a beaucoup d'émulation. On pourrait s'en parler, il y a des exemples incroyables. Et ça crée une motivation, c'est vrai, mais ça crée une motivation éphémère. Bon, on n'a pas le temps d'en parler, mais c'est important. Enfin, je pense que c'est important de se dire que l'élève veut apprendre des choses, mais qui ont du sens pour lui. Perception de la valeur. Sentir qu'il avance, sentir qu'il apprend. Perception de sa compétence. Une classe agréable et, le terme sécurisé, là, c'est un terme militaire, mais sécurisé pour apprendre. Il veut avoir l'opportunité d'apprendre, mais il veut avoir un environnement propice. Et en fin de compte, il espère avoir le plus possible un mentor et un modèle, son enseignant. Je vous remercie beaucoup. Désolé pour l'animation. Je pensais avoir fait quelque chose de bien, mais je vois qu'il y avait encore des petites embûches. Et maintenant, la parole est à vous. Et on a encore, je ne sais pas vers quelle heure vous comptiez, mais la parole est à vous. J'aimerais avoir votre opinion, vos questions. Ne faites pas comme les étudiants japonais, quand même. Oui. Je pense que je vais avoir besoin du micro. Que pensez-vous des élèves qui procrastinent? La procrastination? Parce que vous en faites, et puis... Je suis prof de cuisine et je suis aussi chercheur en sciences d'éducation. Donc je travaille là-dessus. Le fait de remettre au lendemain... Oui, tout à fait. Une conservation de style de soi, mais une projection qui est plus aléatoire. Donc remettre au lendemain est une méthode pour se conserver l'estime de soi et pour continuer à travailler. Donc ce n'est pas une chose négative. Quel est votre avis? Pourquoi faire aujourd'hui ce que je peux faire demain, c'est ça? Le lien avec la motivation, c'est que quelqu'un qui remet toujours, moi je ne dis pas une fois de temps en temps, je pense que tout le monde le fait, mais un élève qui constamment le fait dans sa classe, moi je pense qu'on est en face d'un problème de motivation. Et la procrastination, comme vous dites, si elle est fréquente, si elle est régulière, est une excellente manifestation d'un problème de motivation. Moi, je le vois comme une manifestation, mais non pas comme une cause, non pas comme une source, comprenez? Si moi j'étais enseignant et que je constatais qu'un de mes élèves était constamment à remettre à demain des choses, je dirais qu'il y a un problème de motivation, et deux, je me dirais, comment est-ce que je peux voir quelle est la source ou la cause de sa démotivation? Parce que faire que le constat d'une procrastination, j'ai pas d'outils pour intervenir. C'est un peu pour ça que je vous ai présenté les trois sources. Les trois sources, ce sont des sources où je peux intervenir. Si je constatais que cet élève qui fait de la procrastination, son problème, c'est une perception de l'utilité, il ne voit pas l'utilité de ce que je lui propose, là, j'ai quelque chose, j'ai une poignée, si vous voulez, j'ai un levier pour aller vraiment travailler cet aspect-là. Alors, tout ça pour vous dire que procrastination, oui, mais procrastination, il faut le voir comme une manifestation d'une démotivation. Mais il faut qu'elle soit fréquente, parce que moi, ça m'arrive des fois de remettre à demain, puis probablement vos collègues. Mais si c'est fréquent, si c'est régulier, si c'est devant des actions ou des travaux importants, on a affaire à un problème, une manifestation. Problème. Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a une façon de mener l'auto-évaluation
qui est plus performante que d'autres, plus pertinente que d'autres? À mon tour. Très bonne question. Très bonne question. Auto-évaluation. Est-ce qu'il y a une manière peut-être... D'abord, on n'a pas parlé de l'évaluation comme impact sur la motivation, mais c'est toutes mes pratiques évaluatives sont dirigées vers le résultat. Performance, performance et performance. Ça peut être un impact négatif sur la motivation. J'en parlais encore un matin, on n'y échappe pas. Nous, les profs, on doit sanctionner à un moment donné. On doit sanctionner, c'est la responsabilité que la société nous donne. Ceci dit, moi je pense que si on veut que nos pratiques évaluatives nuisent le moins possible à la motivation, il faut effectivement évaluer le résultat, mais il faut aussi évaluer la démarche d'apprentissage. Plus, on l'a vu, plus un élève va s'apercevoir qu'il avance, plus un élève va s'apercevoir qu'il apprend, plus un élève va être motivé à apprendre. Comment évaluer ce processus d'apprentissage? Et là, je reviens à votre première partie de votre question. Moi, je pense que l'auto-évaluation peut être un outil important, à une condition, c'est qu'on lui donne les moyens de s'auto-évaluer, qu'on lui donne des outils appropriés, qu'on lui donne des ressources. J'ai un des enseignants, moi, qui a fait son master dans le cadre de mon cours, puis c'est ça qu'il a fait. Et il s'est développé vraiment un outil pour permettre à l'élève de s'auto-évaluer, c'est-à-dire de se donner des critères. Je ne me souviens pas exactement en quoi consistait la grille, là, ça fait longtemps, mais je me souviens que ça demandait un effort considérable à l'élève parce qu'il devait constamment justifier la note qu'il s'attribuait. Tu t'attribues un 7 sur 10, d'accord, mais pourquoi? Sur quoi te fondes-tu? Montre-moi où tu es parti, où tu as été, où tu es rendu, processus, puis dis-moi dans quelle mesure tu maîtrises ce que tu as appris. Alors, c'était des questions comme ça. Puis quand il m'a montré ça, je disais, c'est incroyable, c'est un travail de réflexion. Puis je me disais, regardons ça, c'est encore de l'apprentissage. Cette auto-évaluation que tu demandes à ton élève, cette grille qu'il doit remplir, ça lui permet à ton élève de prendre un recul, d'examiner les apprentissages qu'il a fait, c'est un peu, et de voir ce qui reste à faire. Donc, pour terminer ma réponse, moi je pense que c'est un excellent outil pour la motivation, mais il faut outiller nos élèves à le faire et non pas leur dire attribuez-vous une note, c'est pas suffisant, là, c'est pas sérieux ça. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais... Ça n'a pas bougé. C'est terminé, ça n'a pas bougé. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je serais intéressée à avoir un mot de vous sur la prise en compte de ces éléments de recherche dans l'organisation des programmes ou dans l'organisation, je ne sais pas, des cours dans les écoles ou aussi dans la formation des enseignants. Voilà, au Québec. Pourriez-vous me répéter, s'il vous plaît, j'en ai perdu un bout. J'aurais aimé avoir un mot de vous sur la prise en compte de vos éléments que vous nous avez exposés, donc des éléments de recherche, au niveau de l'organisation des programmes d'enseignement, de la formation des enseignants et de l'organisation des classes, temps de travail, organisation de la journée ou de la semaine. Merci. J'avoue que j'ai la difficulté à répondre, mais je la comprends bien, votre question, j'ai la difficulté à y répondre et voici pourquoi. Parce que comme vous avez pu constater à travers la conférence, moi, mon centre de recherche, c'est la motivation face à accomplir une activité en classe avec un prof dans une matière donnée.
Et votre question porte sur les programmes en général. Et là, je me dis, on a peut-être affaire à un autre type de motivation. Alors, j'ose pas, très sincèrement, j'ose pas m'avancer sur une impression. Non, désolé, il faut accepter, mais j'aurais la difficulté vraiment à répondre à une question, à vous donner une réponse pertinente. C'est pas mon fort, comme on dit au Québec, c'est pas mon fort, les programmes, et puis tout ce que je peux dire, c'est que je trouve qu'on ne considère pas assez la motivation des élèves, ça c'est vrai. Que les gens qui établissent, qui construisent, qui élaborent les programmes, c'est pas... Ils ont de la difficulté avec la motivation. Au-delà de ce que peut faire l'enseignant et sa classe, on sent bien que ça suscite une réflexion sur les partenariats possibles à construire. En fait, la prise en compte, c'était juste ça. C'était pas forcément qu'il y a quelque chose de fait, mais c'était de voir si vous sentiez ou pas que ça demande quelque chose en amont et peut-être en aval. C'était tout. Je ne sais pas si on a la même compréhension du mot partenariat, mais il y a une chose que je peux ajouter. C'est que je trouve que les problèmes qu'on rencontre dans les écoles de nos jours, que ce soit au Québec, probablement ici en France, aux États-Unis, ce sont des problèmes qui ont des gros problèmes. Ça peut être des problèmes d'apprentissage, de difficultés d'apprentissage, mais il y a des gros problèmes de motivation. Quand je m'adresse à des enseignants comme vous et que je leur donne des pistes de suggestions, plusieurs des enseignants me disent « Monsieur Viault, on a par-dessus la tête. C'est incroyable, on ne peut pas s'en sortir. » Et vous savez quoi? Je pense qu'ils ont raison. Et là, je leur dis, c'est comme ça que je vois le partenariat, je me dis, est-ce que vous avez déjà pensé que, étant donné que les problèmes sont gros, est-ce que vous avez déjà pensé travailler en équipe? Et puis, la plupart me disent non. Et c'est comme si, pour un enseignant, encore pire les professeurs d'université, à mon avis, on voit notre profession comme individuelle. On ne se voit pas travailler en équipe. Or, dans la vie de tous les jours, dans les entreprises, c'est quasiment impensable de travailler maintenant seul. Pourquoi? Parce que c'est des projets d'envergure qu'ils ont. Et moi, je pense qu'à l'école aussi, nous sommes rendus à accomplir et à faire des projets d'envergure. Or, on ne pense pas travailler en équipe. On a notre classe, la porte se ferme, j'ai mes élèves, j'ai mes problèmes, bien sûr, j'ai des problèmes de discipline, mais est-ce que j'en parle à mes collègues? Est-ce que mes collègues peuvent m'aider à résoudre mes problèmes? Est-ce que moi, je peux contribuer à résoudre les problèmes de mes collègues? On dirait que ce n'est pas un discours qu'on retrouve entre les enseignants. Et moi, je leur dis aux enseignants au Québec, vous ne vous en sortirez pas toute seule. Vous pouvez tenter, allez-y, mais vous ne vous en sortirez pas toute seule. Si vous pouviez trouver des mécanismes pour travailler en équipe, je ne dis pas que ça va vraiment être la super couleur à l'arrêt. Non, ce sera toujours difficile. Mais vous allez vous partager la tâche. C'est un peu comment je peux répondre. Je ne sais pas si ça vous aide à... Vous mettez la parole. Oh, oui. Non, simplement ce que je croyais percevoir à travers votre question, c'est que derrière, en fait, quand vous donnez les conditions d'une activité finalement qui motive l'élève, on voit bien que derrière se pose la question de l'hétérogénéité de nos classes. Et je crois que c'était là
votre souci. C'est qu'effectivement, quand on est dans une configuration à un enseignant avec 25, voire 30, voire 35 élèves dans une classe, ça suppose aussi de s'autoriser, au-delà des programmes d'ailleurs, de différencier ces activités, puisqu'on a des élèves qui peuvent avoir effectivement, ne serait-ce que le sentiment de compétence, par exemple pour le créer, il faut bien partir du potentiel de l'élève, puisqu'on doit le mettre devant une activité réalisable. Et on est dans un temps qui est unique, qui est le temps de l'heure de cours, etc. Bon, j'en parle aisément, parce qu'en éducation physique et sportive, effectivement, nous, on essaie de gérer l'hétérogénéité, mais souvent on s'arrête à la gérer et pas à la traiter. Parce qu'on ne s'autorise pas à ne pas faire le programme. Et que, sous prétexte d'équité, voire parfois, on n'ose pas proposer d'autres choses, notamment à nos extrêmes, que ce soit les plus brillants d'ailleurs, comme les plus en difficulté. Et on ne se l'autorise pas. Sauf si il y a une raison médicale, là on se sent autorisé. Donc même dans une discipline où on est sur le potentiel de l'élève, de fait, on ne se l'autorise pas. Et c'est bien ce que pose aussi le problème de la motivation, c'est comment faire pour finalement gérer cette hétérogénéité. J'ai pas de réponse à votre question, mais moi je pense que la première tâche à faire, ce serait de dire hétérogénéité, c'est vrai, mais hétérogénéité de quoi? Je sais qu'à un moment donné, puis encore là j'en parle à matin, parce que moi il y a des enseignants au Québec qui de plus en plus reçoivent, on appelle ça multiethnique, des classes là où on se retrouve avec 5, 6, 7 étudiants très hétérogénéité. Mais à côté, il y a des enseignants qui disent, oui, mais moi, c'est incroyable à quel point j'ai une palette d'étudiants. Il y en a qui ont des très, très grandes capacités. Il y en a qui ont des connaissances antérieures très faibles. Il y en a qui sont moyens. Hétérogénéité, là aussi. Garçons et filles, c'est différent en éducation physique. Alors, voyez-vous, l'hétérogénéité, je veux bien, mais laquelle? Et puis après, c'est vrai que compte tenu de l'hétérogénéité dont on parle, là, ça va peut-être commander des actions sur le plan de la motivation, des actions différentes. Mais il faudrait s'entendre avant sur le type d'hétérogénéité dont on parle. Mais je sais que l'une des difficultés que les enseignants rencontrent, c'est qu'est-ce que je fais lorsque je me retrouve devant des élèves qui nous viennent, ça nous arrive beaucoup de l'Amérique du Sud, entre autres, d'Haïti, entre autres. Alors, les valeurs, les cultures, les façons de voir l'éducation, c'est tout à fait différent. Est-ce que ces gens-là sont motivés de la même façon que le petit Québécois de pure souche? Ou du français qui nous arrive et qui a immigré au Québec? Non, probablement pas. Et là, il y a une difficulté réelle. Laquelle, je ne sais pas, mais il y a une difficulté réelle avec laquelle l'enseignant doit travailler. Mais encore là, il n'y a pas de... Et juste terminer ma réponse, ça m'aide à dire quelque chose. C'est souvent, quand je discute avec des enseignants au Québec, et vous savez, je donne un cours sur la motivation à des enseignants en exercice, des gens qui ont 5, 10, 15 ans d'expérience, qui reviennent et qui suivent des programmes de perfectionnement. Et ils ont un cours sur la motivation. Et je commence mon cours en leur disant « Pourquoi vous êtes venus ici? » Et je vous dis que bon nombre d'entre eux me disent « On vient chercher des trucs. » Je les laisse parler. On vient chercher des trucs parce que on constate que de plus en plus de nos élèves sont démotivés. Puis là, je dis, et vous? Ah, moi aussi, j'aimerais ça parce que là, ça va mal. Puis, est-ce que vous avez des choses à nous conseiller? Et je prends toujours, premier coup, je prends toujours au moins une demi-heure, sinon plus, pour leur dire, vous savez, votre motivation, la motivation de vos élèves, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sérieux qu'une affaire de trucs. Si vous pensez qu'il est facile de motiver les élèves, si vous pensez que c'est une question de trucs, impossible. Et je reviens à votre...
il faut toujours, pour avoir une bonne analyse de la motivation, puis après agir, il faut toujours contextualiser. C'est-à-dire qu'il faut toujours que l'enseignant dise, moi je connais bien mes élèves, j'enseigne telle matière dans telle école. Alors moi, quand je dis des choses comme ça, je ne contextualise pas et je m'attends à ce que l'enseignant le fasse. Parce que c'est lui qui est compétent pour le faire. C'est pas moi, professeur d'université, qui va dire « fais ci, fais ça, tu vas voir, ça va marcher ». Voyons, c'est plus compliqué que ça, la motivation. C'est pas du prêt-à-porter. Je propose pas du prêt-à-porter. Et souvent, il y a des enseignants qui sont déçus. Ils ont dit bon, on venait chercher des trucs, des façons de faire. J'ai dit non, vous venez chercher des suggestions, des idées, une meilleure compréhension. C'est pour ça que ça s'intitulait « Mieux comprendre pour mieux agir ». Mais maintenant, vous, compte tenu de votre bonne connaissance de vos élèves, votre expérience, de votre contexte, de votre école, de votre matière, vous devez choisir des choses, adapter des choses, développer des choses. Et ça, pour moi, c'est important, c'est fondamental même. Je ne suis pas un médecin qui dit prenez tel médicament puis on se revoit dans 2 semaines, vous allez voir, vous allez avoir résolu votre problème. C'est pas comme ça. La motivation, l'apprentissage, enseigner, c'est plus complexe que ça. C'est pour ça que j'aime ça, moi, en parenthèse. C'est pas simple enseigner. C'est même complexe enseigner. Et c'est pour ça que des fois, on aimerait avoir un petit peu plus de reconnaissance des parents et un petit peu plus de reconnaissance de nos décideurs politiques, là. En tout cas chez nous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on vous oublie pas. Oui, je pense que je ne vais pas vous ennuyer beaucoup avec des questions trop importantes, mais on constate au niveau donc, de l'entrée dans l'enseignement supérieur, et on fait des statistiques à l'entrée du CM2 en 6e, de la 3e en seconde, de la terminale à l'enseignement supérieur, qu'il y a toujours des gaps, trop importants. Et donc dans l'enseignement supérieur, qu'est-ce qui se passe ces 10 dernières années? Eh bien, on fait de la répétition, des maths, du français. Et que sais-je encore, quelle université n'organise pas pendant les 2 ou 3 premiers mois des cours de français conjugués des verbes, la fonction du mot. Est-ce que vous avez des problèmes de ce type au Canada? On souffre du socle des acquis depuis le début, non-maîtrise de la langue, non-répétition suffisante pour avoir des acquis solides. On nous a parlé du socle, enfin, quels que soient les ministres qui ont passé par là. Mais ce que l'on constate, c'est que si on ne répète pas, nous, plusieurs fois les choses qui auraient dû l'être bien avant, eh bien, les élèves disent, les étudiants disent, mais monsieur, on ne comprend pas ce que vous dites. Oui. C'est pas on ne comprend pas ce que vous voulez qu'on fasse, mais on ne comprend pas ce que vous dites. On ne comprend déjà pas le texte, encore moins que dans les disciplines scientifiques. Et est-ce que vous avez des problèmes de ce type au Canada en général, et puis plus particulièrement au Canada? L'enseignement supérieur, on parle d'université. Oui, mais on redescend de toute façon, parce que là, tout se tient. D'accord. Alors, ce qui est à l'amont, quoi, en fin de compte. Je vais vous poser d'autres petites questions pour que vous globalisiez tout. On est de plus en plus, je vais remonter presque à mai 68, nous en France, on perçoit la notation comme une sanction. Et qu'en est-il de votre côté? Et ces derniers temps, paraît-il qu'il ne faut plus noter les enfants. Non, en France, d'accord, oui, nous demandons aux agences de notation de ne plus noter nos pays. Ce serait cohérent dans ce cas-là. Si on ne peut pas noter les enfants, quelle est la motivation pour un sport lorsqu'il n'y a pas de médaille, lorsqu'il n'y a pas un gain? Vous voyez? Ouais. Donc, en fin de compte, la notation, pas ridicule, mais la notation qui correspond à peu près au travail fourni, motive. Et nous, de notre temps,
le modèle de la classe, puisque vous parlez de modèle de mentor, c'est quand même la tête de classe vers laquelle on tendait, et non pas vers la queue du peloton. Qu'en est-il de votre côté au Québec en particulier? Est-ce que vous avez une étude comparative? Je ne dis pas de tout justifier, mais on s'aperçoit quand même que les enfants n'aiment pas lire. Comment les motiver? Ils n'aiment pas apprendre. Comment les motiver? Est-ce que tous les étudiants n'aiment pas apprendre? Est-ce que tous les étudiants n'aiment pas lire? Non, on finit par avoir une orientation qui se faisait peut-être de façon autoritaire dans les années 60, 70. Dans le passé, oui. Vous allez vers ceci ou cela. Maintenant, on est orienté par échec. Et nos étudiants qui font 3 ans, 4 ans à l'université, eh bien, finissent par aller ailleurs parce que, ils ont échoué dans la première voie qu'ils ont choisie. Qu'en est-il? Oui. Je vous pose beaucoup de questions. Oui, c'est ça. Là, je vais répondre à certaines. Ce n'est pas l'universitaire qui vous embête, si vous voulez, mais on se demande pourquoi, à l'amont, un travail suffisant n'a pas été fait, parce que nous, en tant qu'étudiants, on n'a pas posé de problème à nos professeurs, en fin de compte. Je réponds rapidement peut-être à 2 questions, puis après oui, chez nous aussi, il y a beaucoup de profs qui se disent que si on ne note pas les élèves, les étudiants, ils ne travaillent pas. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est grave, ça. Si nos étudiants ne travaillent pas, s'ils ne sont pas notés, on a un sacré problème, là. Parce qu'apprendre, c'est pas nécessairement d'être performant. Apprendre, c'est... J'ai l'exemple, je l'ai encore donné un matin, mais moi, dans ma tête, lorsqu'on parle d'évaluation, j'aimerais ça, que ce soit à l'université, que ce soit au lycée, que ce soit au collège, qu'on offre un filet de sécurité à nos étudiants. Puis j'utilise la métaphore du trapéziste qui pratique un nouveau tour, une nouvelle performance. Qu'est-ce qu'il fait, ce trapéziste-là? C'est sûr qu'il va mettre un filet de sécurité. Pourquoi il va mettre un filet de sécurité lorsqu'il va s'entraîner? Mais c'est parce qu'il va tomber. Puis pourquoi il va tomber? Mais c'est parce qu'il commence, il apprend. Lorsqu'il sera certain, lorsqu'il va maîtriser, il va l'enlever son filet de sécurité et puis là, il pourra donner sa performance devant le public. Moi, j'aimerais ça que ce soit la même chose à l'école. Puisqu'à l'école, on est là pour apprendre. Pourquoi toujours noter? Il faut noter à un moment donné. Il faut sanctionner à un moment donné. Entièrement d'accord. Parce que, en principe, les apprentissages sont faits. En principe, les apprentissages sont maîtrisés. Et là, on passe à l'évaluation sommative, on sanctionne et la note devient pertinente. Mais moi, j'ai des enseignants au Québec qui disent « Mais Monsieur Viault, si on n'arrête pas de les noter, ils ne travailleront pas. » Puis vous savez quoi, ces enseignants-là ont raison. Mais pourquoi? Mais c'est parce que dans leur histoire scolaire, ils n'ont pas arrêté d'être notés. Alors, qu'est-ce que vous avez? Un prof qui propose une activité. Monsieur, est-ce que c'est noté? Non. On ne fait plus rien. Pourquoi on ne fait plus rien? Mais c'est pas noté. Mais c'est grave, ça. C'est dommage. Ces gens-là ont perdu une certaine motivation intrinsèque à apprendre. Ils ne sont pas là pour apprendre, ils sont là pour performer. Ils sont là pour avoir un diplôme, un point, c'est tout. Ils sont là pour réussir votre cours, un point, c'est tout. Est-ce que c'est ça l'objectif de l'école? Entre autres, oui. Il faut l'accepter. Mais l'objectif de l'école, c'est qu'ils apprennent. Mais si on ne leur donne pas des conditions pour apprendre, tout ce qu'on veut, c'est de la performance puis la certification, on s'en va dans un goulot d'étranglement. Je pense. Peut-être qu'on n'est pas d'accord, mais je pense que le temps passe. Mais
Et puis juste peut-être une dernière chose, oui, à l'université, on a des activités qu'on appelle de rémédiation parce que ce qu'on reçoit, c'est des étudiants qui n'ont pas des connaissances antérieures minimales pour rentrer. Et puis, oui, les étudiants sont très démotivés parce qu'ils disent « je suis rentré dans une école de génie puis vous me demandez de refaire mon français. » C'est vrai. Et puis, il est démotivé, c'est vrai. Ce que je dis aux enseignants, c'est est-ce que vous êtes capable de lui expliquer l'importance de reprendre son cours de français? Est-ce que vous êtes capable de lui montrer l'importance qu'il reprenne certains aspects des mathématiques? Il faut lui faire voir, j'y reviens, la perception de la valeur, la perception d'utilité de reprendre certains aspects de la matière. Si on n'est pas capable, il va dire, mais pourquoi je dois refaire ça? Ma foi du bon Dieu, je pensais avoir terminé. Moi, je veux avoir des cours de génie, qu'on appelle chez nous d'ingénierie. Si on n'est pas capable de prendre quelques minutes pour lui faire voir l'utilité, il n'y a rien à faire, ils vont rester démotivés. Je pense qu'il y avait une intervention en haut. Le temps passe, hein? Peut-être qu'on... Oui, ce sont Moi, je trouve ça très intéressant. C'est pour vous, là. Les deux dernières, si vous voulez bien. Oui, je pense que ce serait une bonne idée. Les deux dernières, je ne sais pas qui a dit ça. J'aurais souhaité avoir votre avis sur l'évaluation par compétences, parce qu'on en parle beaucoup. Est-ce que c'est plutôt un outil de motivation ou de démotivation? Si je regarde pour mon cas en tant qu'enseignant, en termes de source, donc de perception de la valeur, ça me motive pas trop. Est-ce que je suis compétent? J'ai pas forcément l'impression d'être compétent. Et est-ce que je contrôle quelque chose? J'ai pas l'impression non plus. Donc pour moi, ce serait plutôt un outil de démotivation. Oui. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Moi, je trouve que il me semble qu'un élève, si c'est bien présenté, j'en conviens là, mais si un élève voit, moi je pourrais dire ça, s'il voit l'utilité de la compétence, puis il me semble que c'est plus facile à montrer aux élèves une compétence qu'une connaissance pure. Il me semble que la perception de la valeur peut être au rendez-vous. Perception de compétence, deuxième source, comme vous dites, là ça dépend. Ça dépend comment c'est présenté, ça dépend quelle sorte d'activité je propose à mes élèves pour qu'ils puissent acquérir ou développer cette compétence. Puis perception de contrôlabilité, la même chose. On parlait avec certains de vos collègues que généralement, dans certains lycées ou techniques, je crois, on envoie les élèves dans les stages. Et puis que là, semble-t-il, la motivation est un petit peu plus présente, peut-être même plus. Pourquoi? Parce que l'élève voit l'utilité de ce qu'on lui montre. Il voit qu'il est à certains égards capable, si on lui montre bien. Puis il y a un certain degré de contrôle. Alors, ceci dit, c'est une autre chose de compétence, là, mais moi, je pense qu'au plan motivationnel, si c'est bien amené, je pense que l'apprentissage par compétence peut être intéressant. Autre point par rapport à l'apprentissage, c'est du côté de l'enseignant. Moi, je pense qu'on fait fausse route. Ben, ça dépend peut-être. Peut-être que je généralise trop, mais on fait fausse route en pensant qu'on peut développer et faire maîtriser une compétence dans un cours. Une compétence, quand elle est solide, ça se développe. Et puis, il faut parfois 2, 3 cours, 1 ou 2 années pour maîtriser une compétence. Alors, chez nous, il y a des enseignants qui sont excessivement déçus de leurs élèves parce qu'ils disent « mais ils ne maîtrisent pas cette compétence-là, puis le cours est terminé ». Mais est-ce qu'ils pouvaient vraiment la maîtriser? Une compétence, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Et pourquoi? Parce que les enseignants, ils voient l'apprentissage par silo, leur cours. Mais ils ne voient pas que l'autre année, la compétence qu'eux autres ont commencé à développer, son développement peut se poursuivre dans l'activité de leurs collègues. Et puis c'est vrai que ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que les professeurs ne se parlent pas entre eux. Nous, on appelle ça l'approche programme.
Et on a toutes les misères du monde. Ce qu'on voudrait, c'est que les profs qui enseignent aux mêmes étudiants dans le même programme se parlent et qu'ils harmonisent leurs cours pour qu'une compétence qui commence là se développe dans un autre cours peut-être. On appelle ça l'approche programme. Il y a un effort considérable. Puis pour être franc avec vous, des fois, ça ne passe pas du tout. On voit encore, je parlais de travail en équipe, vous vous souvenez ça là? On a de la misère à travailler en équipe. On a de la misère à voir ce que l'élève fait avant mon cours, puis ce qu'il va faire après mon cours. Et c'est ça l'approche par programme. Mais moi, j'ai participé à un projet, l'approche par programme, puis c'est essoufflant. Parce que je maîtrise très bien, je pense, ma matière. Mais être capable de comprendre la matière de mon collègue, puis d'être capable de voir qu'une compétence X se développe dans son cours, c'est pas évident. Mais je pense qu'on y échappe pas encore une fois. Si on ne fait pas ça, on s'en va en burn-out. Je ne sais pas si ça se dit en français, là, mais on s'en va vers un burn-out. Il y avait une dernière question, je pense. Vous avez dit que l'évaluation devait nuire le moins possible à la motivation, mais est-ce qu'on ne pourrait pas en faire plutôt un outil de motivation? Et en relisant ce que vous disiez là sur les 10 conditions motivationnelles pour les situations d'apprentissage, on pourrait peut-être les coller justement à des situations d'évaluation. Dans l'évaluation, on pourrait donner des buts et des consignes claires, donner du sens à l'évaluation, la rendre authentique, faire engager les élèves sous forme de défis, laisser le choix même aux élèves pendant les évaluations. Donc finalement, les 10 conditions que vous avez collées aux situations d'apprentissage, on pourrait aussi les coller aux situations d'évaluation pour ne pas les rendre nuisibles, mais au contraire très, très positives pour une quelconque motivation. Peut-être. Oui, effectivement. Je n'ai jamais pensé, mais effectivement. Quand j'ai parlé de la motivation et l'évaluation, c'est l'évaluation telle qu'elle se fait actuellement. On s'entend, c'est pas ça dont vous parlez, vous. Vous dites, pourquoi pas repenser nos pratiques évaluatives à la lumière de conditions motivationnelles. Puis vous dites, dans un premier, il me semble que ça aurait du sens. Intéressant. On pourrait examiner ça, effectivement, si les activités d'évaluation peuvent rencontrer nos fameuses 10 conditions motivationnelles. Et si oui, est-ce que l'évaluation va motiver mes élèves? Peut-être pas, parce que se faire évaluer, c'est jamais très... Nous-mêmes, je pense qu'on n'aime pas trop se faire évaluer. Mais peut-être qu'effectivement, l'évaluation nuirait moins à la motivation si on était capable de rencontrer ça. Mais juste pour terminer, c'est si on est capable de montrer à l'élève qu'il apprend, qu'il a évalué, qu'il a évolué et qu'il lui reste des choses à faire, déjà on a fait un sacré bout de chemin. Parce que sentir qu'on apprend, sentir qu'on est capable d'apprendre, ça, c'est une source de motivation. Bien. Je crois que vous... Non, il doit marcher normalement. Je crois, M. Viaud, que vous avez répondu à beaucoup de nos questions. Et par contre, vous en avez suscité, je crois, beaucoup d'autres. Et qui vont se décanter, je pense, dans les jours qui vont venir. Et je crois que c'est un vaste chantier qu'au niveau de l'académie, ce chantier-là va pouvoir être repris. Voilà, donc au nom de l'Académie de Poitiers et du CRDP de l'Académie de Poitiers, nous vous remercions infiniment pour ces 2 heures de très grande qualité. Pardon pour les petits sauts d'image et micros qui se fatiguent très vite. C'est moi qui est désolé pour vous. Non, c'est absolument pas grave. En tout cas, merci beaucoup. Moi, à mon tour de vous remercier de votre attention. C'était pour moi très, très agréable. De vous remercier de vos questions très pertinentes. Et désolé si des fois, je ne peux pas répondre à tout.
Et puis, je vous souhaite pas bonne chance, c'est pas agréable mais je vous souhaite bon travail, bon courage. Et c'est pas facile d'enseigner, mais c'est agréable. Merci beaucoup.